Et bonjour Green Flag. Bonjour à tous et bienvenue dans Green Flag. On est heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur le changement climatique. Dans le précédent épisode sur le développement durable, on a évoqué le changement climatique, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à nos questions, on reçoit aujourd'hui Claire-Marine Gauthier, écologue, formatrice et consultante sur la transition écologique. Bonjour Claire-Marine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner une définition du changement climatique? Tout à fait. Donc, bonjour, merci de cette proposition. C'est toujours bien de parler du changement climatique et surtout d'en parler à bon escient. Donc, le changement climatique est un changement planétaire global induit par les activités humaines qui bouleverse donc le climat de notre planète. Et donc, quand on parle de climat, donc en effet, il peut faire plus chaud. Et c'est pour ça qu'on parle très souvent de réchauffement climatique, mais ça peut être aussi plus d'eau ou plus sec, ou parfois pas forcément de conséquences observables à court terme, mais en tout cas, voilà, donc on est dans un phénomène global de réchauffement de la planète. Ok. C'est très clair. Et pour vous, enfin, en général, quelles sont les causes identifiables justement qui sont les causes principales de ce changement climatique? Alors, je vous le disais, c'est les activités humaines. Alors, pour comprendre en quoi les activités humaines ont provoqué ce changement climatique, il faut revenir sur la notion d'effet de serre. Donc, l'effet de serre, donc, aujourd'hui, est très critiqué, mais en soi, c'est un phénomène qui est ni bon ni mauvais. Donc, en fait, la Terre est entourée d'une couche de gaz, donc on appelle les gaz à effet de serre, qui permettent à une partie de l'énergie solaire reçue de rester à proximité de la Terre. Sans cet effet de serre, il faut savoir qu'il ferait moins 18 degrés à la surface de la Terre. Donc en fait, la Terre ne serait qu'une grosse boule de glace invivable. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 15 degrés à l'échelle planétaire. Et donc, cet effet de serre permet la vie sur Terre. Donc, ces gaz à effet de serre, c'est quoi? Eh bien, c'est le fameux CO2 dont on parle beaucoup dans les médias, le méthane, les protoxydes d'azote, les gaz fluorés. Et donc, ce sont des gaz qui sont produits, émis par les activités humaines. Le CO2 via les activités de transport, par exemple, le méthane, les activités agricoles. Bref, aujourd'hui, il y en a partout de ces fameux gaz à effet de serre. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Cette couche de gaz, donc cet effet de serre, augmente à cause des activités humaines. Donc, si la couche de gaz est plus épaisse, eh bien, tout simplement, il y a plus de chaleur retenue sur Terre, et donc, de fait, il y a ce changement climatique. Merci beaucoup. Et donc maintenant qu'on a un peu expliqué qu'est-ce que le changement climatique et quelles sont ses causes, est-ce que vous pourriez nous parler plus concrètement de ses conséquences? Les conséquences de ce changement climatique sont globales et évidemment sont liées. Donc, il y a dans un premier temps les conséquences sur les activités humaines. Il va y avoir des régions du monde qui vont être invivables à plus ou moins court terme, long terme. Donc on parle souvent de l'échéance de 2030 et surtout de l'échéance de 2100. Et donc bien évidemment, si les gouvernements, si les, dans un premier temps, les conséquences bien sûr vont être pour les activités humaines, certaines régions du monde vont devenir invivables. Il va faire trop chaud, il n'y aura pas assez d'eau, et donc ça va entraîner des déplacements de population, donc les fameux migrants climatiques. D'autres régions vont disparaître sous les eaux. Les glaciers montagneux fondent et donc les niveaux des eaux augmentent, ce qui entraîne la disparition donc, de territoires insulaires comme l'Australie, de territoires côtiers comme la Floride, la Louisiane, qui est particulièrement touchée par ce changement climatique. Et donc, encore une fois, migration climatique avec potentiellement des conflits entre ces territoires qui se vident de leurs habitants et les territoires qui vont accueillir ces réfugiés. Autre type de conséquence, eh bien, c'est les îlots de chaleur dans les villes. Donc, un îlot de chaleur, c'est quoi? C'est les villes produisent de la chaleur. Donc, elles en ont toujours produit, bien sûr, mais ce phénomène va être amplifié avec le changement climatique.
Et donc, comment produisent-elles de la chaleur? Donc, c'est les activités de transport, les activités industrielles, les activités domestiques, donc le fonctionnement du radiateur, d'une lampe, chauffage, climatiseur, et donc qui se sont libérés dans les villes, ce qui augmente leur température. Donc, quand on parle d'îlots de chaleur, ça peut aller jusqu'à plus 6 degrés dans une ville densément peuplée. Et donc, en comparaison à la campagne, il fait bien plus frais. Il y a un autre facteur qui influe sur cet îlot de chaleur, c'est la présence ou non de végétation. Une ville densément peuplée sans végétation va bien plus être concernée par ces îlots de chaleur. Pourquoi? Eh bien, parce que la végétation transpire. Donc, on appelle ça un phénomène d'évapotranspiration. Donc, la végétation libère de l'eau qui va contribuer à la formation de nuages et donc permettre d'avoir des précipitations localement. Il y a aussi évidemment l'ombre produite par cette végétation qui contribue à rafraîchir les villes. Et c'est vrai, hein, les villes densément peuplées sont peu aujourd'hui végétalisées. Alors, cette tendance est en train de s'inverser. Donc, des villes comme Lyon ont fortement misé sur la végétalisation de leurs espaces publics pour réduire cet îlot de chaleur, garder l'eau sur leur territoire et donc limiter les conséquences de températures élevées. Autre conséquence envisageable, c'est la conséquence de ce changement climatique sur les activités agricoles. Il faut voir qu'à l'avenir, l'été, on va avoir des périodes très sèches, donc des périodes de sécheresse plus ou moins longues. Et donc forcément pour les cultures, ça va être un désastre, puisque justement, manque d'eau, mort des cultures, et des périodes au contraire qui seront trop humides. Et tout ça potentiellement dans un même été. Et donc la végétation, trop d'eau, c'est la culture qui se noie, plus de champignons, et donc perte de rendement potentiellement conséquente. Il y a quelques années, les rendements agricoles étaient équivalents à ceux qu'il y a eu au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc autant dire que voilà, c'est pas sans conséquence. Et si on fait lien d'ailleurs avec les impacts de ce changement climatique sur les milieux naturels, sur la biodiversité, eh bien c'est qu'aujourd'hui le printemps est plus précoce. Donc, d'habitude c'est fin mars, mais avec le changement climatique, il peut commencer mi-février. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la végétation, ces températures plus élevées en mi-février? C'est allez-y, petits bourgeons, ouvrez-vous, faites vos feuilles, faites vos fleurs. Et donc, quand on parle d'activité agricole, des fleurs qui sortent dès mi-février, c'est potentiellement des fruits qui vont apparaître dans la foulée. Or, si les fleurs, les fruits apparaissent autour du mois de février, et qu'il gèle encore fin avril, potentiellement, donc ces fleurs, ces fruits vont geler et donc perte totale des rendements pour les agriculteurs. Après, il y a des solutions qui sont mises en œuvre, donc mettre des brasseros, allumer des feux à proximité des cultures, mais évidemment, ça reste compliqué. Et donc, les rendements agricoles sont pas exceptionnels actuellement. D'autres conséquences, alors pareil, hein, qui font le lien entre biodiversité et climat, c'est le risque potentiel de pandémie. Donc on va appeler des zoonoses. Et donc c'est un virus qui existe actuellement chez une espèce animale qui va passer à l'être humain. On a en tête par exemple la grippe aviaire, donc qui concerne les oiseaux. Potentiellement, ce virus peut s'adapter, passer chez les humains. Ça peut être des virus aussi qui existent aussi dans d'autres régions du monde et qui vont changer d'aire de répartition parce que justement, le changement climatique favorise leur expansion. Le moustique tigre, par exemple, donc, qui est vecteur du paludisme du chikungunya, a fortement réussi à coloniser donc l'Europe, l'Amérique du Nord. Et donc, actuellement, on a des individus qui attrapent donc le paludisme et le chikungunya en Île-de-France. Pour revenir sur ces conséquences, je dirais écosystémiques, donc sur les milieux naturels, eh bien forcément,
ça a un impact sur les espèces vivantes. La flore voit son cycle de reproduction décalé, donc les feuilles, les fleurs sortent plus tôt que d'habitude au risque de geler. Pour les insectes qui sont sensibles à cette température, donc leur cycle de reproduction est lié à l'augmentation des températures. De la même façon, ils vont éclore plus tôt, se reproduire plus tôt et donc risquent de mourir gelés également. Les mammifères, eux, donc c'est un petit peu différent. Leur période de reproduction est plutôt induite par l'allongement de la durée du jour. Donc ils vont continuer à se reproduire sur les dates classiques de printemps, donc fin mars. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des espèces qui ne sont plus synchronisées avec leur proie. Donc, on pense par exemple aux oiseaux insectivores. Les bébés, donc les oisillons, sont là en mars. Les insectes qu'ils mangent sont là en février. Et donc, vous voyez, ils ne sont plus en même temps et donc il y a une forte mortalité des bébés oiseaux. Il y a une forte mortalité aussi chez les bébés mammifères herbivores parce que quand ils naissent, les jeunes pousses, feuilles, fleurs, herbes, sont devenues adultes et donc sont moins intéressantes en termes de qualité nutritive pour les bébés mammifères. Il fait chaud, il y a les parents aussi abandonnent bien plus fréquemment aujourd'hui leurs bébés. En fait, c'est tout simplement leur survie est mise en jeu par les comportements de soins parentaux. Alors, ça a été mis plutôt en évidence chez les oiseaux. Il fait très chaud, ils n'arrivent pas à apporter suffisamment d'eau à leur progéniture et donc ils vont abandonner la nichée pour favoriser leur survie dans l'espoir que l'année suivante, les conditions seront plus favorables. Alors, il y a aussi des parents oiseaux admirables qui vont essayer de ventiler, rafraîchir l'air et donc qui vont s'y épuiser, mourir et donc de fait, la nichée meurt dans la foulée. Très bien. Vous avez parlé du coup de changement climatique, également de biodiversité, le lien avec la biodiversité. Donc on voit qu'il y a un impact systémique sur ces problèmes environnementaux. Est-ce que juste on peut revenir un peu sur le concept de limite planétaire et de faire le lien en quoi donc ces différentes limites planétaires, et notamment le changement climatique qu'on connaît tous, et d'autres qui sont moins connus, ont un impact systémique sur ces problèmes environnementaux actuels? Tout à fait. Donc la limite planétaire, les limites planétaires, donc c'est un concept somme toute assez récent qui dit que toutes les problématiques que traversent nos sociétés aujourd'hui sont liées. L'IPBES l'a rappelé dans son dernier rapport en disant bien qu'on ne peut pas traiter séparément les sujets de santé, de climat, d'alimentation, d'eau et de biodiversité. Hmm. Il faut les traiter conjointement et donc avoir une approche transverse. Donc, qu'est-ce qu'une limite planétaire? Eh bien, c'est un seuil à ne pas dépasser pour maintenir des conditions de viabilité sur la planète et surtout des conditions qui sont justes, équitables pour l'ensemble de la population. Donc, l'idée, c'est pas que certains individus survivent dans un bunker et que les autres, tant pis, se retrouvent à lutter pour leur survie. Donc, il y a 8 limites planétaires et actuellement, la majorité de ces limites sont dépassées avec la dernière en date qui est l'acidification des océans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette acidification des océans? C'est qu'elle est légèrement plus acide qu'avant, ce qui compromet la survie des individus. Donc, ça peut être le plancton, donc ces algues microscopiques, les œufs de poisson, qui vont moins bien survivre dans ce contexte légèrement plus acide. OK, très bien. On voudrait savoir maintenant qui s'occupe, de ce problème d'un point de vue, scientifique, parce qu'on se doute bien que c'est pas des amateurs qui s'occupent de des problèmes environnementaux et heureusement. Et du coup, qu'est-ce que le GIEC? Le GIEC, donc en effet, c'est l'acteur clé incontournable sur le sujet du changement climatique. Donc c'est une organisation intergouvernementale réunissant des pays, réunissant des scientifiques du monde entier, donc des experts du climat. Donc des climatologues, des géologues, des acteurs sur la biologie, etc. Bref, c'est réunir l'ensemble des compétences au sein d'une même instance
pour documenter l'existence du changement climatique, pour documenter les conséquences du changement climatique et pour documenter les solutions existantes sur le changement climatique. L'idée, c'est de faire de la pédagogie auprès des gouvernements sur ces sujets, auprès des citoyens sur ces sujets, et aussi de partager les connaissances entre donc, les pays du Nord et les pays du Sud pour mettre en place les solutions identifiées. Et donc, le GIEC le dit bien, les solutions existent et sont d'ores et déjà identifiées, sont souvent assez simples à mettre en œuvre. Donc, par exemple, c'est de restaurer les milieux naturels, de recréer des milieux naturels. Et ils le disent aussi, donc les activités humaines sont sans équivoque responsables du changement climatique. Donc ils l'ont dit dans leur dernier rapport, et c'était la première fois qu'ils le disaient. Et pourquoi ils l'annoncent dans ce dernier rapport? C'est justement parce qu'il y a le recul scientifique nécessaire aujourd'hui pour l'annoncer. Et donc c'est bien un fait et non une opinion. Le changement climatique existe et les activités humaines en sont responsables. Très bien, merci beaucoup. Et donc, comme on vient de parler du GIEC et que vous avez plutôt parlé des projections de 2050-2100, est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus en détail justement sur ces projections qui ont été faites? Tout à fait. Donc le GIEC, pour expliquer les conséquences du changement climatique, c'est basé sur différents scénarios. Donc il y a des scénarios pessimistes, des scénarios plutôt optimistes. Et alors, qu'est-ce qu'un scénario optimiste? Qu'est-ce qu'un scénario pessimiste? Un scénario optimiste, c'est un scénario où les gouvernements, les citoyens vont mettre en place des actions pour limiter le changement climatique, limiter, donc agir sur les causes du changement climatique, donc atténuer le changement climatique, et surtout agir aussi sur les conséquences du changement climatique, donc réduire les impacts du changement climatique sur les citoyens, sur les sociétés. Après, il y a les scénarios pessimistes, où là, pour le coup, les gouvernements ne font rien, ou en tout cas agissent de façon insuffisante, et donc le changement climatique va s'amplifier, va suivre la trajectoire actuelle, et donc on sait qu'on pourra atteindre des températures à l'échelle planétaire de plus 2, voire plus 3 degrés. Après, il y a des scénarios vraiment très, 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 très pessimistes où on envisage même le plus 5 degrés. Mm. Alors, on le sait, hein, c'est pas anodin. Donc, moi, je vous parle d'une augmentation planétaire. Donc, on pourrait se dire, bah voilà, plus de degrés à l'échelle de la planète, est-ce que c'est si grave? Il y a des régions du monde où finalement ça va augmenter à peine, et puis il y a des régions du monde où le 50-55 degrés l'été deviendra la norme. Il n'y a pas longtemps, on a eu un coup de froid. Alors ça y est, les gens étaient extatiques parce qu'il faisait froid. Ils disaient, bah, finalement, est-ce que le changement climatique, c'est vraiment vrai? Parce que regardez, il fait froid. Ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas fait si froid. Et finalement, on ne pouvait même pas parler de coup de froid parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps. Mm. D'accord? Voilà. On sent déjà les effets du changement climatique. On est probablement à plus d'1 degré d'augmentation, on parle même de 1,5 degré qui était déjà un seuil à ne pas dépasser. Et donc la communauté scientifique s'accorde à dire qu'on se dirige plutôt allègrement vers un plus 2 degrés à l'échelle planétaire. Ça veut dire 99% des coraux qui vont disparaître, 75% des espèces qui vont disparaître, une montée des eaux de plusieurs mètres, des îles qui vont disparaître, des régions qui vont devenir inhospitalières, bref. L'idée, c'est qu'on ne dépasse pas ce seuil de 2 degrés d'ici à 2030 pour garder des conditions viables, justes et équitables sur la planète. Donc là, vous avez parlé donc des projections futures, notamment du GIEC, d'ici 2030, 2050, mais également 2100. Est-ce que maintenant, vous pouvez expliciter différents exemples assez simples à mettre en œuvre? On a parlé évidemment de biodiversité, enfin vous en avez déjà un peu parlé, de leviers d'action justement face au changement climatique. Alors le GIEC le dit, ce qui est assez rassurant d'ailleurs, c'est que les solutions existent, sont identifiées et sont efficaces. Une solution hyper simple à mettre en œuvre et qui fonctionne très bien, c'est de végétaliser. Évidemment, pas végétaliser n'importe comment. Quand on parle de végétaliser, c'est de mettre une végétation qui est adaptée au climat et au sol localement. Donc, on ne va pas planter en région Île-de-France une espèce qui vient de l'autre bout du monde. D'accord? Donc, on plante en Île-de-France des plantes qui sont adaptées
pour l'Île-de-France. Et quand on parle de planter, c'est pas mettre un petit arbre par-ci par-là, c'est de planter en quantité suffisante pour justement, je vous disais, donc rafraîchir l'air, parce que ces plantes vont transpirer, et donc cette transpiration permettra la formation de nuages, et donc d'avoir des précipitations, d'avoir de l'ombre, bref, de rafraîchir localement. En plus, cette végétation contribue à former ce qu'on appelle des puits de carbone. Les puits de carbone, c'est quoi? C'est des pièges à CO2, donc le CO2 qui est ce fameux gaz à effet de serre dont on parlait plus tôt. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe avec cette végétation? Eh bien, la végétation fait de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est quoi? Donc c'est la plante qui va manger du CO2, le saupoudrer d'un soupçon de soleil, touiller et le transformer en sucre. Et donc, on voit bien avec ce phénomène, c'est qu'on peut prélever du CO2 de l'atmosphère pour l'incorporer dans la végétation, donc un puits de carbone. On retire le CO2 de l'atmosphère, mais pour faire ça, encore faut-il de la végétation, et ensuite il faut des milieux naturels qui soient en bon état, qui soient pas trop impactés par les activités humaines, pas trop piétinés, pas trop tassés. Il faut des sols vivants dans lesquels il y a des vers de terre, des bactéries, bref, de la vie dans ces sols. Il faut qu'il y ait de l'eau, bien sûr, sur le territoire. Donc, je vous parlais de pollution, pas trop de pollution, pas trop d'activités humaines qui pourraient déranger, détruire les espèces, etc. Et donc, si les écosystèmes, les milieux naturels sont en bonne santé, eh bien, en effet, ce sont des puits de carbone. Un autre levier d'action, c'est l'action citoyenne. Donc vous, moi, nous pouvons aussi agir à notre échelle. Donc évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais tout le monde doit agir. Les gouvernements, les entreprises qui ont bien évidemment leur rôle à jouer, mais aussi les citoyens. Et les citoyens doivent agir en modifiant leur façon de vivre, donc leur façon de consommer, de se déplacer, de se nourrir, de se divertir. Alors évidemment, le changement, c'est pas évident. On dit qu'il faut 21 jours pour changer une nouvelle habitude. C'est vrai, pendant longtemps, le non-changement, donc rester en l'état, était un gage de survie. Donc c'était à la préhistoire. Tu changeais ta façon de manger, tu pouvais t'empoisonner. Tu changeais de chemin, tu pouvais rencontrer un tigre à dents de sabre et finir en casse-croûte. Bref, le changement n'était pas un gage de survie. Au contraire, maintenant, c'est l'inverse. Le changement, notre capacité à changer, va être le gage de survie pour la planète, pour les humains. Donc oui, manger moins de viande. Alors évidemment, on ne vous demande pas d'arrêter de manger de la viande du jour au lendemain, c'est d'y aller progressivement. Il faut plus de gens imparfaits que quelques personnes parfaites. Et donc déjà de réduire, par exemple, sa consommation de viande. Rester un jour par semaine sans viande. L'Allemagne arrive, donc sa restauration collective, un jour par semaine sans viande dans les cantines, et le reste, du coup, est bio grâce aux économies qu'ils ont faites. Donc déjà de faire un jour sans viande. Plutôt, ça serait plutôt 2 jours par semaine seulement avec de la viande si on respecte les préconisations OMS parce que c'est meilleur pour la santé, si on suit les préconisations des scientifiques, bon, c'est sûr que ça fait un gros gap. Donc déjà de faire un jour sans viande par exemple, de prendre moins souvent l'avion. Les scientifiques disent que bah oui, ça serait un voyage court tous les 2 ans et un voyage long tous les 5 ans seulement. Alors évidemment, ça dépend des gens, s'ils ont de la famille, etc. à l'étranger, c'est pas forcément applicable. Et après, on n'est pas obligé de tout faire. On peut choisir un domaine d'action sur lequel on fait des efforts sérieusement, et les autres, on est peut-être moins performants. Changer notre façon de nous habiller, de consommer. Donc la seconde main, récupérer des choses, réparer, acheter local, donc sans doute de meilleure qualité, plus cher, mais qu'on va de fait garder plus longtemps. Changer notre façon de nous déplacer. Le grand problème aujourd'hui avec les transports, surtout la voiture individuelle considérée comme écologique, donc à savoir la voiture électrique ou avec du biocarburant, c'est que ça entraîne des effets rebonds. Les gens ont bonne conscience d'avoir une voiture électrique et vont l'utiliser plus souvent que s'ils avaient une voiture à essence. Et donc finalement, leur empreinte environnementale, elle ne diminue pas. Donc changer petit à petit, aller vers
voilà, des pratiques plus durables. Questionner aussi, déjà prendre conscience du fait que, bah oui, à l'échelle individuelle, on a un impact. Et de fait, ça va aussi avoir une répercussion sur les entreprises, puisque notre façon de consommer, par exemple, arrêter d'acheter des fraises en hiver, si plus personne en achète, les magasins ne vont plus en vendre. Donc, il n'y aura plus besoin d'en faire venir de l'autre bout du monde, cultivés sous serre, avec une empreinte carbone désastreuse. Voilà, donc changer à l'échelle individuelle pour changer aussi, créer des nouveaux marchés, arrêter d'acheter certaines choses pour entraîner des changements de pratiques chez les entreprises. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces informations. On a juste une dernière question, ce serait un peu savoir vos arguments, vos top 3 des arguments face aux idées reçues ou aux clichés un peu des climato-sceptiques. Très bonne question. Alors, déjà, on va partir d'un constat qui est le changement climatique n'est pas une opinion. Le changement climatique est un fait. La Terre est ronde, le ciel est bleu, et il y a actuellement un changement climatique provoqué par les activités humaines. Donc, c'est pas un constat récent. Ça fait des années, donc on en parle depuis les années 70. Alors évidemment, à l'époque, c'était des théories, c'était des suppositions au vu justement des émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques de l'époque disaient, bah, on émet des gaz à effet de serre, ça va sans doute impacter l'effet de serre dont on parlait au début de cet échange. Et donc, potentiellement, ça va entraîner un changement climatique. Aujourd'hui, on a les preuves, on a le recul nécessaire pour le dire, bah oui, en effet, changement climatique provoqué par les activités humaines. Après, sur les arguments, il y en a que j'aime bien, qui est une forme de naïveté, voulue ou non, ou consciente ou pas, qui est la confusion en fait entre le climat et la météo. Donc, la météo, c'est ce qui se passe au quotidien, c'est ce que vous regardez chaque jour pour décider comment vous allez vous habiller. Et donc, même au sein d'une saison, parfois en été, on va quand même mettre un petit pull parce qu'il fait frais, ou alors parfois vraiment il fait super chaud. Ben voilà, c'est pas parce que vous avez mis un pull qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est juste des variations saisonnières. Alors que le climat, c'est un recul sur plusieurs années justement de ces variations saisonnières. Et donc, c'est une sorte de best-of de la météo sur 10 ans. Et donc, on compare les mois de juillet sur ces 10 années et puis on regarde est-ce que les températures sont similaires ou pas. Et normalement, en dehors d'un contexte de changement climatique, et ben oui, les températures moyennes du mois de juillet sur 10 ans devraient être à peu près les mêmes. Mais là, c'est pas le cas. On est plutôt chaque année en train de battre le record de l'année précédente de façon un peu triste. Jamais, les mois de juillet n'ont jamais été aussi chauds. Et tous les ans, c'est comme ça. On a toujours le mois qui n'a jamais été aussi chaud à chaque fois. Ça n'avait jamais été mesuré, etc. depuis qu'on fait des mesures. Et donc, on fait des mesures depuis quand même pas mal d'années. Donc oui, c'est pas parce qu'il a fait froid en hiver qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est juste que c'est l'hiver, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et pourtant, l'automne n'a jamais été aussi chaud. Et l'hiver, finalement, n'est même pas si froid que ça. C'est un peu triste. Par ailleurs, il y a aussi, alors déjà, il faut saluer le fait qu'il y ait des connaissances scientifiques, des des scientifiques climatiques qui sont, mais oui, mais en fait, il y a déjà eu des périodes de refroidissement et de réchauffement qui alternent. Alors c'est vrai, sauf que cette alternance de chaud-froid, donc air glaciaire et interglaciaire, qui alternait au cours de l'histoire de l'humanité, était sur des périodes beaucoup plus longues. Donc la transition d'une ère à l'autre, donc de chaud vers froid ou de froid vers chaud, se passait sur des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Or, aujourd'hui, on a réussi à le faire en 100 ans. Et encore, quand je dis 100 ans, voilà, je vois large, je suis sympa. Ok, on a plutôt réussi à le faire en quelques dizaines d'années. Donc quelque chose de beaucoup plus rapide, soudain. D'ailleurs, ce qui explique aussi la difficulté des milieux naturels à s'y adapter, des espèces, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des espèces qui disparaissent, et en fait le changement est trop brutal, trop soudain. Et donc finalement, les espèces s'éteignent.
Merci beaucoup pour votre intervention sur le changement climatique. C'était très intéressant d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir explicité le problème. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Et surtout, ne soyez pas un red flag, écoutez Green Flag.